Sud Radio 2022, l'année dans le rétro, Patrick Roger. Chaque jour, nous revenons sur les événements de l'année sur Sud Radio en prenant de la hauteur sur ce qui a marqué 2022. Politique, économie, environnement, santé, société et un coup de projecteur sur des dates historiques. Sud Radio 2022, l'année dans le rétro, Patrick Roger. En cette fin d'année et avant 2023, tout le monde a envie de bonheur. On recherche en fait le bonheur, en tout cas un mieux-être, un bien-être. Catherine Goliot, bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit Les Maîtres du Bonheur. Ce sont des textes qui sont réunis et que vous présentez. Vous avez été rédactrice en chef des hors-séries du journal Le Point pendant de nombreuses années, où il y avait justement bien souvent beaucoup de textes comme ça qui étaient publiés, des textes de philosophes, nous ramenant très loin en arrière sur cette recherche du bonheur qui a toujours existé en fait chez l'homme, quoi. Oui, en fait, j'ai voulu faire une anthologie des textes importants parce que c'est vrai que le bonheur, c'est une quête que nous avons tous. C'est une quête pour laquelle les gens sont prêts à beaucoup investir et de leur temps et de leur argent, dont le résultat est toujours très incertain. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de connaître les réflexions, les conseils éventuels de gens plutôt futés comme Platon, Aristote, Spinoza ou Alain. Ils étaient tous en quête du bonheur, quoi. Tous en quête du bonheur, enfin, plus ou moins, mais en tout cas, Oui. tous se sont posé la question. Ouais. Est-ce que, justement, à la lecture de ces textes et puis de tout ce que vous avez lu depuis de nombreuses années, est-ce qu'il y a une définition du bonheur ? Non, justement. Ouais. Le bonheur, c'est se sentir bien, ça peut être un état de béatitude, dans ces cas-là on est plutôt religieux, ça peut être un état de plaisir, pas toujours permanent, mais en tout cas des gens s'estiment heureux quand justement ils ont la plénitude du corps et la plénitude de l'esprit. Pour d'autres, ça peut être une recherche de vertu, chacun a sa définition du bonheur, vous n'avez pas la même que moi et c'est toujours une recherche très très personnelle. Ouais. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de prendre conscience que au-delà de la recherche personnelle, il y a aussi des injonctions sociales. C'est-à-dire que on n'est pas forcément, ou on ne recherche pas forcément le même type de bonheur quand on vit au Moyen-Âge, quand on vit dans l'Antiquité ou quand on vit au XXIe siècle. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une évolution justement des textes philosophiques, littéraires au fil des siècles sur cette recherche du bonheur, quoi ? On ne voyait pas de la même manière, j'imagine, il y a 2000 ans et aujourd'hui. Bien, si vous vous intéressez aux textes de l'Antiquité, vous constatez qu'en fait, les penseurs antiques ont abordé tous les types de bonheur. Vous avez le bonheur idéaliste de Platon, vous avez le bonheur qui est un bonheur plutôt de citoyen, social, être heureux avec les autres, faire vivre la cité, qui est le bonheur d'Aristote. Vous avez le bonheur qui est la recherche d'apaisement, de calme, c'est Épicure. Ouais. Et puis vous avez aussi ce dont on parle pas souvent, mais qui est quand même très important, c'est le bonheur physique. Le bonheur par le plaisir, et là, ce sont les Cyrénaïques qui ont été un peu oubliés dans l'histoire, mais c'est quand même une conception du bonheur qui va jusqu'à aujourd'hui, en passant par Rabelais ou Marquis de Sade. Oui, c'est vrai. Bon, vous publiez Rabelais, Marquis de Sade. Je n'ai pas vu effectivement. Alors Marquis de Sade, c'est un bonheur très particulier. C'est un bonheur très particulier. Il fallait faire un choix, et je pense que c'était plus intéressant d'avoir un auteur comme Rabelais et son abbaye de Thélème, qui a une influence très vaste, sachant que chez Sade, c'est moins une quête du bonheur qu'une quête du plaisir, et c'est pas tout à fait la même chose. Oui, distinguer le bonheur du plaisir, effectivement, parce que on peut avoir du plaisir, mais sans avoir l'absolu du bonheur qu'on essayait de définir en fait à l'instant, quoi. Déjà parce que le bonheur, ça peut être pour certains le résultat d'une quête, et donc ça veut dire que c'est à la fin de sa vie qu'on a le bonheur. Pour d'autres, ça peut être que dans l'au-delà. Mais où ça peut être des éclats de joie et de lumière à différents moments de la vie, sachant que la vie n'est pas un chemin de roses tous les jours. Oui, et puis est-ce que ça varie aussi en fonction des continents, de l'Occident à l'Orient? Est-ce qu'on a la même vision également du bonheur? Alors en Orient, déjà, l'Orient c'est très vaste, mais disons par exemple que moi j'ai donné des textes sur le bouddhisme et sur l'hindouisme parce que en fait il n'y a pas la même conception du tout du bonheur, c'est-à-dire que le mot même de bonheur n'a pas de sens. Nous avons une définition du bonheur qui est aujourd'hui, maintenant ou demain, mais en tout cas
qui est une recherche en soi, alors que pour les bouddhistes, par exemple, le problème, ce n'est pas le bonheur. Le problème, c'est d'éliminer la douleur, la souffrance, et d'arriver à un état qui serait donc le nirvana, où on serait détaché au-dessus, et que finalement, le problème ne se pose plus. Ouais, ouais. Donc, et les religions ont évidemment joué un rôle très très fort, puisque il y a des textes religieux également qui sont publiés, quoi, sur cette recherche en fait. Le paradis, c'est une notion religieuse. Oui, oui. C'est une notion religieuse, et pourtant on a l'impression bien souvent qu'à travers les religions, on parle davantage de sacrifice que de recherche en fait du bonheur. Ça dépend des religions, mais dans le cas de la religion chrétienne, qui est une religion fondamentale, puisque elle va devenir la religion officielle de l'Empire romain, qu'à partir de là, on va lutter contre le paganisme, et que même par la force, on va vouloir vous imposer la conception du bonheur lié au christianisme. Là, le bonheur, il est d'être auprès de Dieu. Donc, il est dans l'au-delà. Le bonheur après la croix, là, vous publiez Évangile de Jean. C'est-à-dire que c'est une leçon d'amour. Le christianisme est une leçon d'amour, mais le bonheur, vous ne pouvez l'atteindre qu'à partir du moment où, en obéissant à la loi de Dieu, vous pouvez vous rapprocher de lui et arriver au paradis après la mort. Ouais. Donc c'est plutôt souffrez quand même pendant que vous vivez. Et puis après, c'est en cela que c'est parfois difficile de faire adhérer certaines personnes aussi à des religions qui y voient beaucoup des chemins de croix, quoi. Oui et non, mais enfin après ça dépend de chacun. Il y a aussi des gens qui peuvent se sentir parfaitement bienheureux. D'ailleurs, il y a le mot de bienheureux. On parle des saints et des bienheureux pour le christianisme. Oui. Tout est souffrance, tout est impermanence, dit le Bouddha. On vous l'évoquiez en fait tout à l'heure. Et en Asie, on conçoit évidemment différemment cette notion de bonheur. Hein. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que le constat de Bouddha, qui va devenir l'éveillé, c'est de dire, mais finalement, la vie est un océan de larmes, tout est souffrance parce que tout est désir. Ouais. Donc, une fois que vous vous dégagez du désir, eh bien, vous arrivez à la paix, à la paix intérieure, qui correspond au nirvana. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, nous manquons de repères, d'écriture, de tels textes, et c'est la raison pour laquelle vous les avez justement publiés, pour rechercher en fait ce bonheur? Parce qu'on a l'impression qu'on manque de repères dans notre société, nos sociétés même d'ailleurs. C'est vrai que le recul du religieux a un petit peu perturbé quand même nos sociétés, même si certains retournent maintenant en masse vers aussi bien l'islam que le christianisme, le judaïsme, donc les grands monothéismes, ou même le bouddhisme. Mais en fait, je ne sais pas si nous manquons de repères. Je pense que, en fait, et c'est l'intérêt, je pense, de lire les textes anciens, c'est que les repères sont là, il suffit de les connaître. Et on est aujourd'hui dans une société où il y a une injonction de bonheur matériel, lié à la consommation, lié, c'est comme disait un grand publicitaire, si vous n'avez pas votre Rolex à 50 ans, vous avez raté votre vie, donc vous n'êtes pas heureux. Bon, je pense pas que ce soit le repère le plus évident pour atteindre le bonheur, mais en tout cas, ce sont les injonctions que l'on entend aujourd'hui, de même que dans certaines sociétés, notamment la société américaine, on vous recommande de vous lever tous les matins en vous disant soyons positifs, il faut que j'avance, il faut que je sois responsable, que je me construise pour arriver à ce bonheur que tout le monde peut atteindre. Mais en soi, c'est une injonction. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne peuvent pas atteindre ce bonheur-là, qui sont dépressifs par exemple Donc je pense qu'il y a des repères, ces repères ne sont pas forcément connus, et que après, la question, c'est de savoir qui on est soi. S'il y a un travail à faire, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est important pour moi, à quel moment je suis bien. Quand je m'assieds dans un fauteuil, je veux savoir où je suis bien assise. Eh bien, c'est un petit peu la même chose finalement avec le bonheur. C'est d'essayer de se dire moi. Eh bien, disons, pour être heureux avec les autres, parce que c'est aussi indispensable, il y a aussi une partie de ce livre qui est consacrée au texte sur le bonheur avec les autres. Il faut d'abord savoir qui on est soi. C'est la grande leçon de Socrate. Et une fois que l'on sait qui on est, là, on peut peut-être se poser la question de savoir, mais alors comment je vais faire pour organiser ma vie de manière à atteindre ce bonheur dont j'ai besoin, moi, et que j'ai défini, moi. Est-ce qu'il nous donne, pour les auditeurs qui nous écoutent dans les maîtres du bonheur dans ce livre, est-ce que quelques auteurs donnent, j'allais dire, des recettes miracles pour se connaître soi, justement, et pour aller vers une notion du bonheur? Des recettes miracles, non. Non. En revanche, il y a des auteurs qui méritent d'être lus. Épicure est intéressant
Épictète, Marc Aurèle sont des auteurs faciles à lire et très intéressants. Mais un auteur comme Spinoza, par exemple, qui a une réflexion sur le rôle de la joie dans la vie et dans le bonheur, est un auteur qui me paraît très intéressant. Un auteur comme Alain, qui a écrit des propos sur le bonheur, est très intéressant aussi parce que il pointe le rôle de l'action. Quand vous faites des choses, que vous vous réalisez dans ces choses, eh bien finalement vous pouvez vous sentir heureux. Ouais. Et ça, je pense que c'est une leçon intéressante. Cicéron également, qui est dans ce livre. Il parle de ce qui conduit vers le bonheur, c'est la vertu, la seule vertu. Alors il parle de la vertu, mais il parle aussi du rejet des passions. Ouais. Cicéron, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu les auteurs anciens, notamment les stoïciens et les épicuriens. Alors pour lui, finalement, le bonheur, c'est ne plus ressentir quoi que ce soit. C'est un petit peu bouddhiste avant la lettre, parce qu'il ne connaissait pas Bouddha. Bah oui. Mais en tout cas, c'est le rejet des passions, c'est le rejet de ce qui va vous tourmenter. Ouais. Mais dans le même temps, dans ce livre aussi, vous avez par exemple un texte d'une femme que je trouve absolument exceptionnelle, qui est Madame du Châtelet, qui elle vit bien plus tard, elle vit au XVIIIe siècle, et qui dit « Mais le bonheur pour moi, c'est la passion justement, c'est l'amour, parce que sans passion, sans souffrance même, la vie n'a pas de sel, la vie n'est pas intéressante à vivre. Et donc je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est une vie où je pourrais ressentir pleinement les choses, quitte à souffrir, parce que pour moi, c'est ça le bonheur. Ouais, bon, donc pas toujours simple, hein, s'il y a des gens qui souffrent et qui nous écoutent, mais vous leur dites... Mais elle parle de chagrin d'amour. Non, mais voilà, du chagrin d'amour. Non, mais ce qui est aussi difficile à surmonter, bien sûr, quoi. 3000 ans de quête et d'enquête autour du bonheur. Hein, c'est ça, en fait, ce livre, en quelque sorte. Hein, Catherine Goliot, si je vais le résumer, à travers les textes. À travers, non, mais c'est vrai, à travers les textes de l'ensemble, en fait, des auteurs, pour bien terminer cette année et bien ouvrir 2023 qui arrive. Vous avez réussi à trouver le bonheur? Ce serait ambitieux de répondre oui. Ce serait ambitieux. Non, mais disons que j'ai beaucoup appris à lire ces auteurs. J'ai beaucoup appris. Beaucoup appris. Oui. Merci Catherine Goliot, Les Maîtres du Bonheur aux éditions du Cerf, donc avec l'ensemble en fait de ces textes. Petit livre qu'il faut lire, bien sûr, pour bien aborder l'année 2023 qui arrive. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et en cette fin d'année, on s'intéresse toujours au bonheur et au bien-être, évidemment, avant la nouvelle année. Nous avons parlé du bonheur tout à l'heure, de sa définition, du sommeil qui est la base. Et nous parlons aussi justement des techniques pour essayer d'être mieux. Élodie Garamond est avec nous. Bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes présidente de l'Union des professionnels du yoga, fondatrice du Tigre Yoga, et puis auteur de ce livre aussi aux éditions Flammarion. Yoga, un art de vivre. Le yoga, c'est une bonne technique justement pour aller mieux, pour accéder au bonheur. Non mais voilà, pour aller vers le bonheur. Et bon, d'ailleurs le bonheur après, regardez-moi comme j'ai l'air heureuse. Voilà. Ouais. Et non mais c'est pour ça qu'il y a un véritable engouement qui avait bien commencé avant le Covid, qui s'est poursuivi évidemment après, où les gens ont une recherche. Et à travers ça, qu'est-ce que ça permet d'apporter en fait à l'être humain, le yoga? Alors le yoga va agir sur plusieurs plans, à la fois physique, émotionnel, sensible. On parle des différents corps du yoga. Sur un plan physique, on va déjà être dans une réconciliation avec son corps. Ouais. Et je pense que pour beaucoup de gens, un facteur de non-bonheur est cette dysmorphophobie, cette incapacité qu'on a à s'aimer soi-même. Et le yoga va nous apprendre ça, va nous apprendre à respecter, à connaître, à écouter notre corps, à percevoir cette intelligence du corps et surtout à aimer qui on est comme on est. Ouais. Et ça, je pense vraiment sincèrement que c'est une barrière mentale hyper forte qui nous empêche de trouver le bonheur. Oui. Et alors ça passe par quoi alors justement pour les gens ceux qui connaissent un peu le yoga ne seront pas surpris par votre discours, mais les autres un petit peu plus peut-être. Vous avez raison. Alors déjà, je vais préciser que le yoga est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être souple, de toucher ses pieds. On n'a pas besoin de parler sanskrit. Même si on peut le faire, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais c'est pas nécessaire. Il faut simplement savoir respirer. Ouais. Et le yoga va permettre de libérer des espaces de contrition qu'on a dans le corps. On a tous des corps qui sont très fermés. On ferme les hanches, on ferme le bassin, on ferme la poitrine, on est tous complètement contraints. Ouais. Le yoga va... Voilà, et je vous regarde d'ailleurs, et vous êtes... Sûr, fermé, Le yoga, c'est des enchaînements de postures qui sont
accessibles à n'importe quel corps et qui vont permettre d'ouvrir, d'étirer, de libérer le corps. Et on libère des tensions. Et en fait, ces tensions, parfois on ne les perçoit même pas, mais elles plombent petit à petit le mental, la circulation de l'énergie dans le corps. Si notre énergie circule mieux, l'oxygène, le sang circule mieux, et donc toutes les cellules du corps sont mieux hydratées par le sang, mieux régénérées, et il y a un bien-être vraiment physique général qui se ressent. Ouais. On n'est pas dans la performance dans le yoga, on ne recherche rien, il n'y a pas de résultat à atteindre, c'est pas, il n'y a pas de niveau, c'est vraiment simplement une sensation de mieux-être parce qu'il y a plus d'espace et de circulation d'énergie dans le corps. Alors donc, ça c'est sur le plan corporel. Sur le plan corporel, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas que le plan corporel, quoi. Voilà, non. Il y a des plans qu'on appelle plus subtils, des corps plus subtils, notamment le corps émotionnel, le corps sensible, le corps aurique. En fait, dans le yoga, déjà, on va respirer. Et c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas besoin d'être souple, il y a simplement besoin de savoir respirer. Le fait de respirer va calmer le mental. Et on sait aujourd'hui que par la respiration et par la méditation, on augmente considérablement certaines hormones qu'on appelle les hormones du bonheur. Et les neurosciences le prouvent, notamment la cortisol, mais aussi la mélatonine. La mélatonine, c'est quoi ? C'est cette hormone qui régule notre sommeil, vous en parliez, et qui contribue au bonheur. Bien sûr. Donc je ne vais pas répéter ce qui est dit, mais c'est vraiment l'hormone de notre horloge interne. On le sait très bien, si on est dérégulé hormonalement, on ne peut pas aller bien. On peut faire ce qu'on veut, se faire la meilleure bouffe qu'on veut avec ses copains, on ne va pas bien parce que à l'intérieur, il y a une horloge interne qui ne fonctionne pas. La méditation, la respiration vont permettre de réguler cette hormone et donc d'apporter un mieux-être dans le sommeil, ce qui va stimuler la créativité et surtout la résilience au stress. La résilience au stress, c'est ce dont on a besoin pour prendre du recul par rapport à tout ce qui nous empêche chaque jour d'être dans la joie, dans le contentement, dans le bonheur et simplement apprécier ce qu'on a au quotidien parce que, je vais le résumer, on se laisse bouffer bien sûr, par... des mauvaises ces facteurs énergies, de stress qu'on a tous, a tous. Si on prend un peu de recul et qu'on observe et qu'on met à la bonne distance ce qui nous arrive, ce qui survient et ce sur quoi on n'a pas de contrôle, on prend du recul. On se pose, on se dit, bon, finalement, ça ne va pas m'empêcher d'être heureux. Oui, mais ça, on peut le faire à travers le yoga. À travers le quoi, yoga, la méditation, la respiration, exactement. C'est simplement mais alors beaucoup, en se vous mettre écoutant, sur des se temps de disent pause. très bien, mais il faut avoir du temps pour ça, non? Non, pour on la peut méditation. méditer, Il faut le faire chaque jour. méditer 10 minutes par jour. Exactement, vous avez raison. Ce qui est important, c'est pas d'en faire beaucoup, c'est d'en faire régulièrement. 10 minutes par jour suffisent. Tout le monde peut méditer. En revanche, ça demande une discipline de continuer. C'est facile de commencer, c'est plus difficile de poursuivre. Donc il faut une régularité. Et surtout se dire que personne ne va le faire à votre place. Patrick, personne ne va vous dire tiens, si tu prenais 10 minutes par jour pour te mettre sur pause et prendre du recul par rapport à la situation globale de ta vie. Il faut vraiment être discipliné et se dire qu'on le fait pour soi-même. Et la méditation, comment on réussit à l'atteindre? Si on est... Bon, il y a évidemment les cours. Pas. Hein. Non, mais ce que je veux dire, comment on y parvient? Parce qu'il y a les cours de yoga, bien sûr, que ce soit en physique, en présentiel ou de plus en plus. Aujourd'hui, il y en a beaucoup en ligne, exactement. C'est accessible sur des applis. Nous, on l'a aussi sur l'appli du Tigre. C'est très accessible à tout le monde. Et surtout, il n'y a pas de prérequis. Je tiens à préciser que ce n'est pas religieux. Et alors, il existe des méditations religieuses, bouddhistes, catholiques, etc. Mais la plupart des techniques de méditation qui sont enseignées aujourd'hui sont des méditations laïques, c'est important de le préciser. Et c'est accessible à tout le monde. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, les personnes qui m'écoutent vont se dire « mais moi, je suis incapable de faire le vide ». On ne demande pas de faire le vide, on demande de faire le plein. Au contraire, c'est ce qu'on appelle les méditations de pleine conscience. On fait du vide pour faire le plein, non? C'est ça, non? On fait pas... Oui, on fait le vide, c'est-à-dire qu'on éteint son portable et on se met dans une... Mais tout le monde peut trouver 10 minutes par jour de silence intérieur. Et en fait, vous savez, ce que va nous donner la méditation, c'est aussi une capacité d'écoute intérieure, de se repluguer au corps, aux sensations et à l'intelligence du corps. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est une capacité de percevoir les signaux que vous envoie le corps quand il a un problème. Et de ne plus être dans la réaction, d'être dans l'action, de donner de la valeur à cette intelligence des signaux corporels. Mais ça, bon, alors si on le fait 10 minutes, une demi-heure par jour, très bien. Bon, il y a des gens qui ont plus de mal à consacrer parce qu'ils ont une vie assez stressante, organisée. Non, mais c'est vrai. Si on veut, on n'a pas 10 minutes par jour. Je vais vous donner un bon exemple. Si demain vous rencontrez une amoureuse,
vous allez forcément trouver 10 minutes par jour pour lui parler. Donc vous avez 10 minutes par jour pour vous parler à vous-même. Ouais. Mais pareil, tout de même, si on n'arrive pas à dégager du temps chaque jour, est-ce que d'en faire 1 ou 2 fois par semaine, à travers des séances un petit peu plus longues, c'est bénéfique également? Oui, c'est bénéfique. De toute façon, tout le temps qu'on s'accorde à soi-même est bénéfique et on envoie un signal très positif au corps et à l'esprit d'écoute, d'attention et de « je prends soin de toi ». Et on sait aujourd'hui, par toutes les techniques de psychologie positive, que tout ce qu'on s'adresse à soi-même, donc c'est toutes les techniques de PNL, de FT, etc., le corps reçoit, le corps perçoit ces messages. C'est pour ça que je dis, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur et qu'on vous dise, tiens, si aujourd'hui tu faisais ça. Non, il faut vraiment se discipliner pour se dire, je m'accorde à moi-même. On est à l'aube de la nouvelle année, il y a toujours les bonnes résolutions. Exactement, mais il faut les tenir. Très important. Et donc, pourquoi le yoga va venir aider quelque part la méditation, c'est que méditer quand on a des tensions dans le corps, quand on a des douleurs dans le dos, dans les genoux, dans les articulations, c'est très compliqué. Le yoga va permettre, par la respiration et le mouvement, de réhydrater, de fluidifier la circulation des fluides dans le corps et donc de libérer, de dénouer ces tensions, de remettre comment on appelle ça, de dénouer toutes ces douleurs, dénouer toutes ces douleurs articulaires, un petit peu comme dénouer le quand corps. on a un dos bloqué, c'est comme un etc. massage intérieur, quoi. Oui. C'est un massage intérieur, quoi. C'est une bonne définition, et quoi. quand on n'a pas ces douleurs dans le corps et quand on est bien assis, stable, confortable dans son corps, alors on peut méditer et atteindre ce que les yogis appellent la cessation des fluctuations du mental. Et c'est ça qu'on cherche, c'est de faire éteindre, taire temporairement cette petite voix qui nous harcèle et qui nous empêche d'être heureux. Alors, un mot aussi sur l'expansion du yoga, puisque vous êtes présidente de l'Union des professionnels du yoga. En France, il y a une forte montée ou est-ce qu'il y a une stagnation? Et puis dans le monde, d'une façon générale, autour de ça? Oui, il y a une forte montée parce que je pense que les gens sont de plus en plus soumis au stress et que les médias, les neurosciences nous ont beaucoup aidé à prouver que la méditation, le yoga, sur un plan général, favorise cette résilience au stress dont on a tous besoin. En France, on est passé de 2,5 millions de pratiquants en 2017 à 10 millions de pratiquants déclarés en début 2022. Donc c'est quand même une progression énorme. Mais si la demande a été multipliée par 4, l'offre a été multipliée par 10. Aujourd'hui, il n'y a plus une salle de sport, une entreprise, un hôpital, une marque qui ne propose pas d'une manière ou d'une autre l'accès à une pratique de yoga. Et c'est tant mieux, mais c'est compliqué parce que finalement, ceux qui ont souffert de cette crise, ce sont les salles de yoga. Oui, les salles de yoga traditionnelles. Oui, traditionnelles. Merci beaucoup, Élodie Garamond. Merci à vous. Soyez heureux et passez tous une très belle année 2023 pleine de bonheur. Yoga, un art de vivre, justement, c'est aux éditions Flammarion. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Merci, Patrick. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Réapprendre à dormir pour être en bonne santé. C'est le titre de votre livre, professeur Pierre-Philippe. Vous êtes médecin et grand spécialiste du sommeil, un psychiatre et chef de service au CHU de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Avant de voir tous les conseils, et il y en a beaucoup évidemment dans ce livre, qu'est-ce qu'apporte le sommeil et surtout ce qu'il déclenche aussi s'il y a un mauvais sommeil? Alors, depuis la crise du Covid, en fait, on a fait des avancées scientifiques très importantes et à l'époque, on va dire, dans la première vague du Covid, on avait tendance à considérer que le sommeil était la conséquence des épisodes infectieux ou des changements organisationnels dans nos vies. Ce qu'on a pu montrer dans les 2 dernières années, et c'est les publications scientifiques que j'ai inclus dans ce livre, c'est qu'en fait, le sommeil devient une cause de troubles de santé, en particulier la santé mentale, avec tout le stress psychosocial on est confronté. Et donc, le baromètre du Covid de Santé publique France montre qu'il y a 71% de plaintes de sommeil, alors qu'il n'y a que 20%, si on peut s'exprimer ainsi, de troubles anxio-dépressifs. Donc, c'est bien le moteur initial maintenant qui est le sommeil, et c'est pour ça qu'il faut absolument éduquer les gens à le corriger. Oui, c'est parce que le sommeil va avoir, on verra après tous les détails, ce que je disais, tous les conseils pour être plus en forme, mais il est essentiel, quoi, dans une vie. En fait, il y a les activités, le jour ou la nuit, bien sûr, nos activités. Puis après, il y a cette phase où on doit dormir impérativement, quoi. Alors, par exemple, ce qu'on a pu montrer dans une publication très récente qu'on a menée au sein du CHU et qu'on a publiée dans une revue internationale de langue anglaise, c'est que si vous avez
défaut d'alignement de sommeil, c'est-à-dire une perte de régularité entre la semaine et le week-end, vous avez 2 fois plus de chances de contracter le Covid que si vous avez un horaire régulier. Ouais. Donc la santé liée au sommeil, on s'est obsédé pendant des années sur COVID, la durée. mais d'autres maladies aussi, bien sûr. Quoi. Là, en l'occurrence, c'était oui, mais en sur ce particulier sujet. le Covid, ce qui est quand même un sujet un peu d'actualité. Étonnant, ça. Oui. Voilà. Et donc, si vous voulez, la santé liée au sommeil, c'est 3 déterminants. La régularité, la durée et la qualité. On s'est beaucoup obsédé sur la durée, parce qu'on pensait qu'il y avait des gens en dette de sommeil. C'est vrai, mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui se mettent en dette la semaine et qui rebondissent le week-end. Ouais. Donc, le conseil premier qu'on peut donner, c'est qu'il faut apprendre aux gens à s'évaluer. Ouais. On a conçu des outils. Pour ça, on va en parler. Ah oui, alors ça, c'est intéressant, professeur Philippe. Est-ce qu'il y a une durée du sommeil ? Alors, un peu comme l'alimentation et en fonction des individus, ouais. Puisque le sommeil c'est génétique, la durée idéale de sommeil c'est entre 7 et 9 heures. Ouais. Nous, on a une petite routine qu'on consigne qui est 7 x 7, 49, 7 heures de sommeil par nuit, 7 nuits par semaine. Ouais. Mais l'élément fort, c'est surtout, horaire de lever fixe. Idéalement, semaine et week-end, on peut déborder un peu d'1 heure le week-end, mais vraiment, ce qu'on a montré, c'est donc que il ne faut pas faire de grasses matinées pour rattraper ce que l'on a perdu en semaine, quoi. En fait, ce qu'il faut, c'est pas perdre en semaine. Bah oui, et donc... mais non, mais attendez, vous le savez, parfois on peut avoir une sortie un petit peu plus tard ou se lever un petit peu plus tôt pour aller prendre un train pour travailler. Dans ces conditions, comment fait-on, quoi ? Alors, le premier élément, vraiment, c'est aller sur nos comptes Instagram et TikTok, ouais. pr.philippe, ouais. Parce qu'on a mis en ligne des outils. Ils sont aussi dans le livre, téléchargeable. Bien sûr, oui. On a mis des outils pour apprendre à mesurer sa régularité des horaires de lever et de coucher. C'est un petit agenda qui vous calcule automatiquement votre régularité, mais aussi votre durée hebdomadaire de sommeil. Donc c'est très simple. Les gens, ils ont tendance à considérer une nuit. Ça, ils vous disent hier, j'ai très mal dormi. Or, en fait, ce qu'on montre, c'est que si on dit aux gens, faites-moi la moyenne sur les 7 nuits, en fait, ça réduit les plaintes de sommeil. Donc déjà travailler dans la régularité, c'est le premier pas vers l'amélioration. Non, mais alors, c'est vrai. Mais ceux qui, malheureusement, ils ne peuvent pas et puis qui font quelques grasses matinées, c'est pas bon. Alors, ce qu'on a vu, c'est que ceux qui peuvent pas, c'est prioritairement parce qu'ils se couchent très tard et ils se lèvent toujours à la même heure. Donc le premier message aussi, c'est par exemple Netflix, un épisode, d'accord, bien sûr, mais pas 2 ou 3. Et en fait, le bouleversement post-Covid, c'est que les gens vont moins au cinéma, ils sortent moins, ils restent chez eux et ils ont tendance à consommer massivement la nuit, les écrans et les réseaux sociaux. Et donc, le message de bon sens, c'est de dire réduisez cette consommation-là le soir. Mais professeur Pierre-Philippe, est-ce que certains disent oui, moi je n'ai besoin que de 5 heures de sommeil, 6 heures, et puis ça va, et puis d'autres qui disent moi, si je n'ai pas mes 9 heures, je ne suis pas en forme. C'est vrai ça ou pas? Ou alors c'est dans la tête? Alors, 5-6 heures de sommeil, c'est 1% de la population générale. Et ça, encore une fois, c'est une notion de durée. Moi, je voudrais permettre aux gens de dire... Pour bien dormir, c'est d'abord avoir la maîtrise de son lever et de son coucher. C'est ce que nous demandent les gens. Finalement, les gens, ils sont pas tant attachés que ça à la durée. Ce qu'ils veulent, c'est dire, je fonctionne bien la journée. Et pour bien fonctionner la journée, il faut la régularité. D'où ces outils numériques c'est ça, pour déjà se mesurer. Professeur Philippe, le sommeil avant minuit, est-ce qu'il compte double, comme on le dit régulièrement? Non. Par contre, parce qu'on dit que ce sont les meilleures heures de sommeil. Non, encore une fois, ça dépend de vos rythmes de vie. C'est pour ça que c'est aussi important de se monitoriser. Parce qu'il y a des gens qui vont se coucher tard, mais qui vont se lever à 8h30, en risquant de rater votre matinale. Voilà. Et puis, il y a des gens, il y a des gens qui, au contraire, partent à 6h au boulot. Donc, c'est vraiment très propre. Et d'ailleurs, dans le livre, dans Réapprenez à dormir, on a mis des petites échelles pour calculer quelle est notre typologie. Il y a des gens du matin, il y a des gens du soir. Ils ne le savent pas toujours. Donc, ces petits outils-là, ça permet de s'auto-évaluer. C'est aussi très important. Alors, il y a des choses aussi qui sont fondamentales. Ce sont des gens qui peuvent être perturbés d'une manière ou d'une autre et qui ont des insomnies. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se réveille à 1h, 2h du matin, 3h du matin et qu'on n'arrive pas à dormir? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, pendant le Covid, on a mis en ligne une application qui s'appelait Canopé. Maintenant, on a plus de 30 000 téléchargements. Donc, on maîtrise très bien, en fait, cette application-là. Ce qu'on montre, c'est que l'hygiène de sommeil, c'est-à-dire adapter votre durée estimée de sommeil à votre temps passé au lit, c'est déjà un élément marqueur significatif. C'est-à-dire, si vous pensez que vous dormez 6h30, passez pas 9h au lit pour essayer de dormir parce que ça va augmenter votre anxiété. Le deuxième élément, c'est que il faut que l'horloge soit bien calée. Donc, encore une fois,
se lever tous les jours, ça donne une pression de sommeil, je l'explique bien dans le livre, qui fait que naturellement, vous allez vous endormir. Ce que font les gens, c'est que de temps en temps, ils vont au lit un peu plus tôt pour chercher le sommeil. Et ça, c'est horrible parce qu'en fait, ils diluent leur sommeil un petit peu comme si vous mettiez de l'eau dans votre vin rouge et ça donnera un goût fadasse. Donc, il faut comprimer un petit peu son lit, c'est bien expliquer son temps passé au lit. Et puis aussi, si on se lève la nuit, comme vous le faisiez remarquer. Parce qu'on a une insomnie, on se réveille et on n'arrive pas à s'endormir. Alors, il faut sortir du lit pour se déconditionner. Parce que, en fait, la majorité des insomniaques dorment, mais ils ont un problème de perception du sommeil. 75% des gens dorment, mais ils ont un problème de perception. Ça s'appelle une insomnie subjective, contrairement aux insomnies objectives, beaucoup plus rares, où les gens ne dorment pas du tout. Donc là, en sortant du lit, en fait, on recette complètement le système d'éveil. On peut faire autre chose, quoi. Pendant quelques temps, quoi. Voilà, on peut aller boire un verre d'eau, on peut préparer ses affaires mettre pour le lendemain. une machine en route pour certains. Non, mais c'est ça. Pour économiser l'énergie. Et puis après, quand vous revenez au lit, vous aurez juste un petit peu augmenté la pression de sommeil pour la nuit d'après, et vous vous endormirez d'un mieux. Ça s'appelle le stimulus control. Ça a été publié, c'est très efficace. Mais professeur Philippe, il ne faut pas se mettre sur des activités qui vont vous faire gamberger beaucoup trop le cerveau, quoi. Voilà, alors il y a un hyper éveil effectivement qui est lié. Ça, on l'explique bien dans l'application Canopé que vous pouvez télécharger sur Google Store et l'Apple Store. C'est que le sommeil, c'est vraiment un changement d'état. Donc, quand vous vous préparez à aller dormir, d'abord, n'y allez que quand vous avez réellement sommeil. Si vous n'avez pas sommeil, attendez un peu. La nuit d'après, ça ira mieux. D'où cette idée de raisonner sur plusieurs nuits. Oui, mais enfin bon, si ça se répète... Alors, justement, ça se répète parce qu'on a une mauvaise hygiène. Ça, on l'a très très bien montré. On a plus de 300 000 nuits analysées sur Agenda. Ce qui fait que ça va pas, c'est que les gens, ils augmentent leur temps passé au lit. Et surtout, ils varient leurs horaires de lever et de coucher. Prenons un exemple. Vous vous levez tous les matins à 6 heures. Le week-end, vous allez vous lever à 11 heures. Quand vous allez vouloir vous coucher le dimanche soir, ça ne marche plus. C'est impossible parce que vous n'avez pas assez de durée d'éveil. Donc l'idée de cette régularité, c'est aussi de vous donner à peu près tout le temps la même envie au même horaire de coucher. Le sommeil avec le professeur Pierre-Philippe, réapprenez à dormir pour être en bonne santé. C'est votre livre. Tout est une question de rythme. C'est ce qui est écrit dans ce livre aux éditions Albin Michel, particulièrement intéressant avec beaucoup de fiches. On va regarder évidemment l'influence d'un bon ou d'un mauvais sommeil sur sa vie, l'anxiété ou alors le bonheur, quoi, pour avoir une meilleure vie. Il y a aussi les recettes pour bien s'endormir et puis les activités physiques. Est-ce qu'il faut avoir des activités physiques et sportives avant d'aller se coucher? Parce que certains ont des activités, vous le savez, le soir après le travail. Je ne parle pas d'autres activités, voilà. Même si vous allez en parler. Alors, ce que fait l'activité physique, c'est qu'en fait, ça réduit l'inflammation dans votre cerveau et ça recette un petit peu toutes vos horloges et tout le fonctionnement de votre cerveau pour en améliorer la qualité. Le moment auquel il faut le pratiquer idéalement, c'est le matin. Pourquoi? Parce que ça donne un timer, ça donne une synchronisation à vos horloges et ça va faciliter en fait le déroulé de la journée et le sommeil. Donc, activité physique, oui, mais prioritairement le matin, ça permet de prendre aussi de la lumière quand il commence à faire jour et d'entraîner vos rythmes. Si au contraire vous le faites le soir, vous allez élever votre température corporelle. Donc il y a beaucoup de gens qui disent j'ai besoin de me fatiguer pour dormir. En fait, c'est un peu une erreur et ça peut même avoir un effet contre-intuitif, c'est-à-dire que si vous vous réchauffez, en fait, vous allez vous empêcher de dormir. Donc évitez l'activité le soir, sauf celle dont on parlait au lit. Effectivement, mais parlons-en, on parle vrai sur Sud Radio. L'activité physique, en fait, au lit, ça permet un bon endormissement derrière ou pas? Est-ce que c'est prouvé dans votre livre, vous l'évoquez? Alors, pour appeler un chat un chat, l'activité sexuelle, ça a un effet bénéfique sur l'endormissement. Alors, il y a des études, il y en a pas tant que ça d'abord, mais il y a des études qui montrent que ça a tendance un petit peu à raccourcir l'endormissement des hommes, un petit peu moins les femmes, mais en tout cas, ça libère des hormones relaxantes et ça évite le stress et justement, ça permet de faciliter l'endormissement. Après, les conjoints peuvent être aussi des sources de gêne, en particulier s'ils font du bruit en ronflant. Oui, alors ça, c'est un problème évidemment de beaucoup de couples, quoi, hein, bien sûr, quoi, sur les ronflements, quoi. Alors, ce qu'on recommande, c'est 2 lits séparés, ça peut être la même chambre, et puis des boules caisses, et puis vraiment, si c'est catastrophique, si vous le pouvez, chambre à part. Se voir pour les activités Vous agréables. avez parlé, professeur Philippe, aussi du stress. Il y a la dépression, l'anxiété. Est-ce que c'est augmenté par le manque de sommeil? Alors ça, c'est aussi un autre élément très important dans les publications récentes ont amené un éclairage nouveau, c'est que auparavant on pensait que
l'insomnie, c'était une conséquence des états dépressifs majeurs. C'est vrai quand vous êtes réellement complètement déprimé. Ce qu'on a montré avec nos publications sur Canopé et d'autres études l'ont montré aux États-Unis, c'est que si vous améliorez l'hygiène de sommeil et que vous réduisez les plaintes de sommeil, vous avez un effet bénéfique sur l'anxiété et sur le moral. Donc, si c'est pris assez tôt, et si en particulier on a cette anxiété réactionnelle qu'on connaît en ce moment avec le climat ambiant très compliqué. Oui, bien sûr, c'est anxiogène. Voilà, donc, on peut massivement réduire le stress psychosocial grâce à une bonne hygiène du sommeil, d'où l'idée de réapprendre à dormir et des conseils associés. Oui. Est-ce qu'il y a aussi une influence sur le poids ? Alors, le manque de sommeil. Alors, effectivement, la dette de sommeil, c'est-à-dire le manque objectif de sommeil pour des gens qui ne s'autorisent pas assez de sommeil, c'est-à-dire souvent moins de 7 heures, moins de 6 heures, ça va vous rendre insulino-résistant. C'est-à-dire vous allez avoir du mal à absorber les sucres et ça va aggraver la prise de poids qui elle-même peut aggraver la survenue d'un syndrome d'apnée du sommeil. Donc effectivement, bien dormir, c'est aussi bien contrôler son poids. Oui, professeur Philippe, je rappelle que vous êtes professeur au CHU de Bordeaux et donc d'où ce livre « Réapprenez à dormir pour être en bonne santé » parce que vous travaillez sur toutes ces questions. Est-ce que d'un point de vue médical, le manque de sommeil, là on a parlé du poids, influe aussi sur l'hypertension artérielle et les risques d'AVC ? Alors, il y a plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est que le manque de sommeil peut faire prendre du poids et ça aggrave les risques de maladies cardiovasculaires. Il y a un deuxième mécanisme qui est, pour une certaine classe d'insomniaques, c'est-à-dire les gens qui dorment vraiment pas, qui est une classe rare, c'est à peu près un quart des insomniaques, le fait de ne pas pouvoir abaisser sa fréquence cardiaque la nuit, ça augmente le risque d'hypertension artérielle et le risque d'hypertension artérielle est un des premiers facteurs de survenue des AVC. Donc après, il ne faut pas terroriser les gens en leur disant si vous ne dormez pas, vous allez faire un AVC. Mais on le dit bien souvent, des personnes qui n'arrivent pas à trouver le sommeil la nuit, qui ne savent pas, qui n'ont pas les bonnes recettes, etc. Donc il faut consulter, que parfois elles peuvent avoir des accidents vasculaires. Je pense qu'avant de consulter, il faut s'auto-évaluer. Et vraiment, ces outils numériques là qu'on peut télécharger. Alors votre petite application, vous l'avez dit là tout à l'heure. On a 2 comptes, pr.philippe sur Instagram et TikTok, avec des liens qui permettent ensuite de retrouver toutes les applications qu'on a développées, dont l'agenda de sommeil qui est vraiment la clé. On l'a aussi en QR code sur le livre. Et puis aussi Canopé qui est une application qui permet aux gens de se rééduquer sur le sommeil. Oui, pour terminer justement aussi, le bonheur c'est souvent la sieste, l'été, non mais notamment pour beaucoup de gens. Est-ce que il faudrait que tout le monde fasse la sieste en dehors des périodes de vacances ou estivales ? La sieste, c'est réparateur, c'est bon ou c'est pas bon? Avec 71% de plaintes de sommeil, je pense que le message premier, c'est pas de dire faites la sieste, c'est plutôt de dire contrez le mieux la régularité du sommeil de nuit. Par contre, la sieste, c'est un petit peu comme si vous dites est-ce que le week-end, je peux prendre un deuxième éclair au chocolat? Si ça vous fait plaisir, que ça vous détend, bien entendu. Mais non, mais ça permet de récupérer. Pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Voilà. Oui, une sieste de combien alors? 10 minutes, 15 minutes. Et plutôt en postprandial après le repas. Et puis surtout, si ça devient un besoin régulier, il faut faire un peu attention parce que peut-être ça veut dire que vous dormez pas assez la nuit. Donc voilà, il faut utiliser avec modération, comme on dit, pour d'autres substances. Et le soir, parce qu'il y a un fléau là quand même aujourd'hui, ce sont les écrans qui vous poursuivent partout, y compris au lit. Et c'est vraiment mauvais de regarder les écrans, les portables avant de s'endormir. Il y a plusieurs études qui ont montré en fait quel était le problème. La lumière bleue est finalement moins le problème. Ce qui est vraiment le problème, c'est le contenu de ce qu'on regarde. C'est-à-dire que tous les écrans qui activent, soit par le biais de réseaux sociaux, soit par le biais de séries télé, vos systèmes d'éveil, comme vous l'avez dit précédemment, ça va massivement aggraver votre sommeil, surtout si vous les regardez en étant couché dans le lit. Parce que le message qu'il faut donner à votre corps, c'est que le lit, ça sert à 2 choses, dormir, et puis de temps en temps un petit peu d'autres activités ludiques, mais il faut surtout pas regarder les écrans au lit. Et ensuite, il faut faire attention au contenu de ce qu'on regarde. Il vaut mieux lire un livre relaxant plutôt que de regarder des écrans avec des séries télé effrayantes. Oui, c'est ça. Non, mais il y a des choses relaxantes et ça permet de nous endormir. Alors, il y a certains qui prennent de la camomille, mélatonine, CBD même, en fait, aujourd'hui, pour s'endormir. Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, le CBD, ça marche que si vous avez des douleurs. Enfin, prioritairement, le CBD, ça marche sur les gens douloureux ou anxieux. Je pense que les adjuvants... Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.